Bien, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le projet de loi pour un nouveau modèle énergétique français afin de réussir la transition énergétique. Il s'agit d'engager le pays tout entier dans la voie de la croissance verte, à la fois grâce aux énergies d'avenir, grâce aux emplois créés dans les services et les industries vertes, et donc ces emplois durables que, comme vous le savez, j'ai évalué récemment à la création de 100 000 emplois. C'est donc un défi majeur que nous devons relever, et cette loi, c'est une loi d'action et de mobilisation. Elle s'inscrit dans un plan d'action plus global, puisqu'il y a non seulement cette loi, qui est une loi, je le répète, qui va entraîner le pays tout entier et qui s'accompagne de la mise en mouvement des territoires, et notamment des territoires qui souvent ont anticipé la transition énergétique, comme vous le verrez dans les dossiers qui vous ont été distribués. Cette loi, en effet, pour certains de ces aspects, généralise des bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves sur les territoires français, que ce soit dans les régions, dans les agglomérations, dans les communautés de communes, qui souvent ont anticipé cette mutation énergétique. Et je m'appuie, dans le cadre de cette œuvre législative, sur l'intelligence collective d'hommes et de femmes, de citoyens, d'associations, de communes, d'élus de terrain, d'entreprises, qui ont déjà pris à bras-le-corps cette nécessité de changer de modèle énergétique. Le troisième pilier, outre cette loi, la mutation des territoires, c'est la mise en mouvement des entreprises. J'ai rencontré au cours de ces 2 mois, depuis ma nomination, l'ensemble des entreprises du secteur de la transition énergétique, que ce soit dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine des réseaux intelligents, dans le domaine du transport propre, dans le domaine de l'économie circulaire. J'ai voulu, par ce texte, répondre aux attentes des entreprises, et en particulier par un volet très important sur les simplifications administratives, les simplifications de procédures, la clarté des objectifs mis en place, la mobilisation des moyens financiers pour que les entreprises puissent investir, puissent avoir confiance en l'avenir, puissent mettre en place les formations professionnelles nécessaires et puissent répondre à cette attente de créer donc ces 100 000 emplois dans le domaine de la transition énergétique et de la transition écologique au sens large. C'est aussi l'exigence d'une responsabilité collective que nous mettons en place, celle qui consiste à tout faire pour lutter contre le réchauffement climatique et pour réduire les dégâts sur la planète que notre système de développement a créé et a causé. Et ce qui est exceptionnel dans ce moment que nous vivons, c'est que cette exigence d'une responsabilité collective qui fait que nous sommes aussi citoyens du monde, mais c'est très éloigné parfois d'être citoyen du monde, lorsque l'on a du mal à boucler les fins de mois ou à payer sa facture d'électricité. Eh bien, pour la première fois, on peut être à la fois citoyen du monde, c'est-à-dire être engagé dans l'exigence d'une responsabilité collective à l'égard de la planète, donc à l'égard de nous-mêmes et à l'égard des générations futures, et en même temps améliorer la vie quotidienne. Car le pari que je fais dans cette œuvre législative et dans cette transition énergétique qui va nous permettre de créer, de nous projeter vers le futur dans un nouveau modèle de développement, c'est que cette responsabilité collective, ces défis auxquels nous avons le devoir impératif de répondre, nous permet aussi d'apporter du bien-être, une meilleure santé, du pouvoir d'achat, quand on fera les économies d'énergie par exemple, et la création d'activités et d'emplois. Donc ce que je souhaite que les Français comprennent aujourd'hui, c'est que nous mettons en place, et chacun doit s'en saisir, je vais vous expliquer comment, nous mettons en place les outils qui vont permettre de réussir cette transition énergétique, qui est un mot un petit peu complexe, mais qui veut dire simplement que l'on doit passer d'une situation telle que nous la subissons à une meilleure situation parce que nous en avons les moyens, les opportunités et surtout la volonté collective d'agir ensemble avec un cadre clair.
Donc c'est ça que réalise ce cadrage, cette loi de programmation, pour que chacun puisse comprendre comment agir, comment s'engager et comment bénéficier de ce nouveau modèle énergétique français. J'ajoute que la réussite de ce nouveau modèle est nécessaire si l'on veut aussi réduire la facture énergétique de la France, qui, je vous le rappelle, s'élève à plus de 65 milliards d'euros, et donc qui pèse sur la productivité économique de nos entreprises et qui pèse sur notre indépendance énergétique. C'est aussi l'occasion de valoriser de nouvelles technologies, de conquérir de nouveaux marchés dans le domaine des énergies renouvelables, puisque tous les pays à l'échelle de la planète sont engagés dans cette mutation, du transport propre, de l'efficacité énergétique, et donc d'améliorer, je le répète, la compétitivité économique des entreprises. C'est l'occasion donc, c'est l'opportunité de baisser la facture énergétique du pays, mais également la facture énergétique des Français, grâce aux économies d'énergie et en particulier aux économies dans le bâtiment et dans les transports. Donc ce texte de loi s'organise en 6 grands chapitres qui sont autant d'actions concrètes. J'ai voulu des actions très opérationnelles, très concrètes, compréhensibles par tous, pour que chacun puisse s'en saisir. D'abord, bien évidemment, avant de passer aux actions concrètes, je le rappelle, mais vous connaissez ces enjeux, le texte fixe les grands objectifs de la transition énergétique qui ont été rappelés par le chef de l'État, qui donne ainsi un horizon stable à notre modèle, réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030, montée en puissance jusqu'à 40% dans l'électricité des énergies renouvelables, division par 2 de la consommation énergétique à l'horizon 2050 et recul de la production d'électricité d'origine nucléaire de 75 à 50%. Donc le cadre est stabilisé, le cadre est clair, et c'est très important que pour que les opérateurs économiques, les entreprises, mais aussi l'ensemble des relais actifs, des forces vives du pays puissent s'engager, que cet objectif soit stable, clair, et c'est pourquoi, pour la première fois, il est inscrit dans la loi, donc il nous donne une obligation de mettre en place dès maintenant, parce que pour certains Français, ça va paraître loin, 2030, mais ces objectifs sont très ambitieux, ça veut dire que pour les atteindre, c'est dès maintenant qu'il faut à la fois accélérer les bonnes choses qui se passent sur les territoires, les bonnes choses qui se passent sur les entreprises, elles sont nombreuses, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en même temps d'accélérer le processus, les actions et la mise en mouvement de tous les Français, de toutes les entreprises, de toutes les associations, de toutes les collectivités territoriales pour que collectivement nous puissions atteindre ces objectifs. Le premier grand chantier, c'est celui des économies d'énergie, afin d'accélérer et d'amplifier les travaux de rénovation des logements et des bâtiments, faire baisser les factures et créer des emplois. Les nouvelles constructions de bâtiments publics devront être exemplaires au plan énergétique et chaque fois que possible à énergie positive. Ça se fait déjà, d'ailleurs, dans certains territoires. J'en ai personnellement l'expérience. Et d'ailleurs, pour finaliser cette loi et pour réussir à faire converger des attitudes ou des postures ou des prises de position qui au départ paraissaient antagonistes, grâce à un long travail patient, minutieux, d'écoute et de rapprochement des différents points de vue, je dois vous dire que mon expérience à la tête de ma région, Poitou-Charentes, a été extrêmement utile. C'est sans doute ce qui m'a le plus servi pour finaliser cette loi. Pourquoi ? Parce que je peux être porteuse, en ayant aussi connaissance de ce qui s'est fait dans les autres territoires, de la façon dont on peut passer des discours à l'action, de ce que j'appelle la politique par la preuve. Et quand certains m'ont dit « mais non, les bâtiments à énergie positive, c'est trop exigeant », j'ai dit « mais non, ça se fait déjà ». Il y a 10 ans, par exemple, nous avons construit le premier lycée de l'après-pétrole, le lycée Kyoto, qui anticipait déjà ce concept de bâtiment à énergie positive. Et je vois, et vous avez dans vos dossiers l'inventaire de toutes les actions qui sont faites sur les territoires parce que des collectivités locales publiques ont déjà anticipé cette exigence et s'y retrouvent. Et pour les encourager encore davantage, nous mettons en place un nouveau prêt de la Caisse des dépôts, un prêt de la transition énergétique et de la croissance verte qui va permettre, et c'est opérationnel dès aujourd'hui,
à l'ensemble des collectivités publiques qui veulent s'engager à la fois dans des travaux lourds d'économie d'énergie sur des bâtiments existants ou qui veulent désormais déposer des permis de construire pour des bâtiments à énergie positive, de bénéficier de prêts très importants à très bas taux, à taux très bas, puisqu'aujourd'hui il est à 2%, remboursable dans un délai de 20 à 40 ans. C'est-à-dire qu'entre-temps, ces collectivités publiques et donc les citoyens qui y habitent auront eu le temps de récupérer le retour en économie d'énergie avant même d'avoir à remplacer ces prêts. Et ceci résume l'état d'esprit de la loi que je vous présente. Il ne s'agit pas d'accabler les Français et les entreprises par des normes. J'ai retiré tout ce qui est obligations, normes contraignantes, etc. Mais j'ai indiqué les perspectives. Il est bien clair que pour atteindre ces objectifs, il faudra en effet répondre à un certain nombre de pratiques et adopter un certain nombre de critères. Mais pour encourager les Français à avancer, dans le délai qui s'ouvre aujourd'hui, toute une série d'encouragements financiers ou de préfinancement sont mis en place pour que l'action démarre immédiatement. C'est ainsi que les ménages vont bénéficier d'un avantage fiscal renforcé pour toute action de rénovation thermique. C'est ainsi que les entreprises vont bénéficier des interventions de BPI France. C'est ainsi que le tiers-financement est mis en place par les sociétés régionales créées à cette fin et seront agréées par cette loi. Nous avons aujourd'hui 6 régions au moins qui ont mis en place des sociétés régionales de préfinancement et qui n'ont pas pu commencer à débloquer le premier euro à cause d'une réglementation qui n'existait pas. Eh bien, cette loi va agréer les sociétés régionales pour permettre le préfinancement, ce qu'on appelle le tiers financeur, c'est-à-dire que les Français n'auront plus à faire l'avance des frais, ceux qui n'ont pas les moyens de faire l'avance des frais pour commencer les travaux d'économie d'énergie dans leurs habitations, bénéficieront de ce tiers financeur, plus de l'allègement fiscal que j'ai évoqué tout à l'heure. Enfin, les tarifs sociaux de l'électricité et du gaz seront élargis à toutes les énergies grâce au chèque énergie. Le deuxième grand pilier de ce texte, c'est bien évidemment de favoriser le développement des énergies renouvelables pour diversifier la production de la France et pour renforcer son indépendance énergétique grâce à des énergies non polluantes. Il permet de valoriser nos ressources solaires, éoliennes, hydrauliques, marines, biomasse, biocarburants, récupération de chaleur, géothermie, et de développer les filières industrielles concernées en modernisant le soutien aux énergies renouvelables, en lançant de nouveaux appels d'offres et en mettant en place des financements innovants. J'ajoute que la simplification et la réunification des autorisations et des procédures permettront de raccourcir les délais de réalisation. Il n'est pas normal qu'en France, il faille parfois 8 ans pour créer une ferme éolienne ou une plateforme éolienne en mer, et qu'en dans d'autres pays, ce soit 2 ans et demi. Donc, c'est à la fois l'intérêt des entreprises d'avoir de la visibilité sur leurs investissements, c'est l'intérêt de l'emploi de permettre aux entreprises d'être sécurisées sur les différentes procédures, et c'est l'intérêt des riverains et des ONG, des associations qui s'occupent, et à juste titre, de la protection de l'environnement, d'avoir aussi des réponses rapides sur la faisabilité ou pas de tel ou tel équipement qui concilie la protection de l'environnement, l'efficacité économique et la production d'énergie renouvelable. J'ai donc décidé d'unifier l'ensemble des différentes autorisations, et chaque fois que ce sera nécessaire, et la loi comprend un grand volet sur la simplification et l'unification des procédures pour qu'il y ait une autorisation unique qui permette d'accélérer les délais sans, bien évidemment, porter atteinte à la protection de l'environnement. Enfin, nous mettons en place un financement participatif de la production d'électricité et de chaleur qui va contribuer à développer une nouvelle citoyenneté individuelle, collective et territoriale. Nous en avons là aussi l'expérience dans nos territoires où la production décentralisée d'électricité a permis de créer, et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, à cette nouvelle citoyenneté de l'énergie,
parce qu'en proximité, lorsque l'on peut se rassembler au niveau d'une agglomération, au niveau d'une communauté de communes, entre les régions, les départements, les associations et les citoyens, on peut maîtriser son énergie et penser ensemble, le vivre ensemble sur un territoire. Et dans cet état d'esprit, j'ai décidé de lancer un appel à projet pour 200 territoires à énergie positive qui seront ainsi encouragés en direction des intercommunalités et qui pourront déployer l'ensemble des facettes du développement durable sur ce territoire. Une place tout à fait particulière, à laquelle je tiens également beaucoup, est donnée aux Outre-mer. Les collectivités territoriales dans les Outre-mer pourront adapter les règles en matière d'énergie pour prendre en compte le formidable potentiel de ces territoires. Je souhaite que les Outre-mer renforcent leur autonomie énergétique, développent fortement les énergies renouvelables, notamment marines, solaires, éoliennes, car je sais aussi à quel point les Outre-mer souffrent du chômage des jeunes en particulier. Des taux de chômage des jeunes considérables. Et d'un autre côté, un potentiel d'énergie renouvelable aussi extraordinaire. Je sais que des entreprises françaises de très haut niveau ont envie de s'engager dans les Outre-mer sans avoir aujourd'hui la sécurité et la stabilité à la fois réglementaire, financière, législative suffisante. Eh bien, je souhaite que pour la France, nos Outre-mer deviennent des territoires exemplaires et avant-gardistes du développement durable, de l'autonomie énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelables. Et que le handicap insulaire qui apparaît être le leur aujourd'hui devienne au contraire une chance, c'est-à-dire que de cette contrainte de l'insularité, on fasse au contraire une chance par rapport à ce potentiel extraordinaire des énergies renouvelables et que nous puissions développer dans ces territoires des chantiers pour les jeunes qui trouveront ainsi de nouveaux métiers, de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités, de nouvelles espérances pour enfin accéder à des emplois et à des métiers qui permettront de rendre un service à l'ensemble du territoire français, que ce soit dans l'Hexagone, bien évidemment, ou dans les Outre-mer. Le troisième point, c'est celui des transports propres. Le texte de loi et le plan du nouveau modèle énergétique français visent à accélérer la montée en puissance des transports propres. Je souhaite que nous puissions faciliter l'accès aux véhicules électriques, qui est encore cher. Eh bien, le bonus pour l'achat d'un véhicule électrique sera pérennisé et majoré lorsqu'il s'accompagnera de la mise au rebut d'un véhicule diesel polluant. Cet avantage supplémentaire sera octroyé sous conditions de ressources et prioritairement dans les zones concernées par une mauvaise qualité de l'air. Le cumul du bonus et de la prime à la conversion atteindra ainsi 10 000 €. Des points de recharge pour les véhicules électriques vont être déployés sur l'ensemble du territoire national. Des nouveaux espaces de stationnement devront être équipés de bornes de recharge. Les travaux dans les parkings des bâtiments existants devront être mis à profit pour installer ces bornes de recharge. Et comme je l'ai dit tout à l'heure sur l'allègement de la fiscalité, on intégrera dans cet allègement le coût de l'installation d'une borne de recharge pour tous les travaux, comme pour l'allègement des travaux d'économie d'énergie, qui seront engagés entre le 1er septembre et le 31 décembre 2015. Les espaces de stationnement des zones commerciales existants devront être également équipés. Les pouvoirs publics devront être exemplaires en matière de mobilité. C'est ainsi que l'État et ses établissements publics, lorsqu'ils renouvellent leur flotte de voitures avec des véhicules électriques, devront consacrer 50% de ce renouvellement à des véhicules électriques. Enfin, les maires pourront autoriser les véhicules électriques, les voitures électriques à circuler sur les voies réservées aux bus, comme ils ont déjà la possibilité de prononcer, c'est d'ailleurs le cas à Paris, du stationnement gratuit déjà instauré par eux. Les plans de covoiturage seront généralisés dans l'ensemble des entreprises ainsi que les plans d'autopartage. La grande distribution devra réduire ses émissions de gaz à effet de serre liées au transport et à la logistique de 10% d'ici 2020 et de 20% d'ici 2025. Enfin, les programmes de recherche sur les véhicules du futur seront soutenus dans le cadre des investissements d'avenir. Comme vous le savez, le programme Véhicules du futur
qui est porté dans le cadre des grands investissements d'avenir par Arnaud Montebourg, est doté de 950 millions d'euros pour promouvoir le développement de technologies innovantes en matière de mobilité, de véhicules électriques, d'infrastructures de recharge, de motorisation hybride et thermique, d'allègement des véhicules lourds, de mobilité et de logistique, de transport ferroviaire et de navires économes. Nous avons ensuite le développement massif des énergies renouvelables. Il s'agit tout d'abord, dans les actions concrètes qui sont mises en place, du doublement du fonds chaleur. Je souhaite accélérer le développement de la production, de la distribution de chaleur issue de sources renouvelables grâce au doublement en 3 ans du fonds chaleur qui permet à l'ADEME de contribuer au financement des projets. Et lancer un plan national de méthanisation généralisé à partir de l'exemple qui est le mien sur le territoire de Poitou-Charentes. Ça a marché, je le généralise comme je m'y étais engagée devant vous lors de ma première conférence de presse. C'est aussi ce savoir-faire qui me permet, pas tout, mais d'identifier un certain nombre de projets. C'est ainsi qu'est lancé un appel à projets pour le milieu rural et pour les agriculteurs, de 1500 projets de méthaniseurs qui va permettre de produire du biogaz et de faire de cette ressource en énergie produite et consommée localement un substitut progressif au gaz fossile. 1500 projets de méthaniseurs répartis sur les territoires ruraux seront lancés pour accélérer, amplifier, et ce plan de méthanisation permet notamment, vous le savez, de produire de l'énergie à partir des déchets agricoles, donc en même temps réduit considérablement la pollution des sols et la pollution de l'eau et la pollution de l'air. Des appels d'offres seront programmés pour permettre l'injection du biogaz dans le réseau de gaz naturel progressivement et augmenter la part du gaz renouvelable. Troisièmement, c'est la mise en place d'une filière d'excellence des énergies renouvelables marines. Comme vous le savez, nous développons l'éolien offshore. La France disposera en 2020 de 33 000 MW de puissance électrique fournis par les nouveaux parcs éoliens en mer. Nous accélérons la construction des fermes pilotes hydroliennes avec un appel à manifestation d'intérêt qui permet d'accélérer la réalisation de fermes pilotes hydroliennes en mer afin de consolider de futures offres commerciales en France et à l'international. Ces lauréats seront désignés dans les prochains mois. Le ministère va également soutenir les projets et l'innovation des énergies marémotrices, houlomotrices et thermiques en mer, notamment dans les Outre-mer. Quatrièmement, le projet de loi modernise la gestion des centrales hydroélectriques pour augmenter la production d'hydroélectricité sans porter atteinte à l'environnement. Les règles de gestion des concessions hydroélectriques seront harmonisées et les contrats sont regroupés à l'échelle des grandes vallées. Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques sont créées afin de mieux associer les collectivités territoriales à la gestion des différents usages de l'eau, afin de renforcer la transparence et le contrôle du parc hydroélectrique français et afin d'échapper à la privatisation de ces équipements que je souhaite voir intégrer des sociétés d'économie mixte. Cinquièmement, le soutien à l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments qui demandent beaucoup d'électricité, comme les centres commerciaux, les usines, les entrepôts, ainsi que le déploiement de nouvelles centrales au sol, sans porter atteinte aux espaces consacrés aux terres agricoles. Il ne veut pas de conflit de l'usage du sol sur le développement des nouvelles centrales au sol. Il y a suffisamment de terrains pollués qui peuvent être dépollués et qui peuvent recevoir des panneaux photovoltaïques comme nous l'avons fait dans le cadre du projet Tipper. Les lauréats du deuxième appel d'offres dédié aux grandes installations photovoltaïques ont été désignés fin mars. Un nouvel appel d'offres pour les installations photovoltaïques de grande puissance sera lancé cet été, et je le répète, pour permettre l'usage de sols à dépolluer et qui aujourd'hui sont inutilisables. Nous allons également faire baisser le coût des investissements dans les énergies renouvelables. Pour aider au financement des projets, en effet, les PME pourront avoir recours à des emprunts obligataires écologiques de longue durée, sur 20 à 30 ans, et moins coûteux
que les prêts bancaires classiques. Les collectivités seront aidées à financer leurs projets dans le cadre des prêts de la Caisse des dépôts que j'ai évoqués tout à l'heure. Les procédures administratives applicables aux énergies renouvelables seront simplifiées. Elles permettront de réduire les coûts des démarches et des études préalables et de limiter les délais de recours pour les énergies renouvelables en mer. Enfin, la recherche et l'innovation sur les énergies renouvelables sera valorisée puisque des appels à manifestation d'intérêt lancés par l'État permettent d'accompagner le développement de projets innovants. 3 appels à manifestation d'intérêt sont aujourd'hui en cours pour soutenir les projets d'énergie renouvelable, le photovoltaïque nouvelle génération, le solaire thermique et l'éolien et le froid renouvelable, ainsi que les projets sur le stockage de l'énergie et sur les réseaux intelligents. Enfin, nous adaptons le régime des aides aux énergies renouvelables matures. D'abord, les aides financières aux énergies électriques renouvelables, l'éolien terrestre, le solaire photovoltaïque sont adaptées afin de mieux les intégrer au marché de l'électricité, d'assurer un bon équilibre entre l'offre et la demande et de renforcer la visibilité pour les investisseurs tout en garantissant la juste utilisation des deniers publics. Les appels d'offres pour les installations éoliennes et photovoltaïques sont élargis et améliorés afin d'assurer un déploiement régulier et soutenable des énergies renouvelables. Le 4e chapitre de ce texte porte sur l'économie circulaire. Le projet de loi encouragera le développement de l'économie circulaire, la réduction des délais à la source, la lutte contre le gaspillage pour favoriser le recyclage et l'innovation sur la conception des produits et des matériaux. Un appel à projet pour 10 villes ou territoires zéro déchet sera lancé, à l'image de ce qui a été fait par la ville de San Francisco. Le 5e chapitre, c'est la simplification des procédures. J'en ai évoqué quelques exemples tout à l'heure. Ils sont rassemblés, l'ensemble des simplifications est rassemblé dans un chapitre à part. Ce chapitre donc simplifie, clarifie les procédures pour gagner en efficacité, en compétitivité, en maîtrise des coûts, une harmonisation des délais de recours et la délivrance d'un permis unique permettront ainsi à la législation française de faire converger protection de l'environnement et montée en puissance du nouveau modèle énergétique français. Enfin, ce texte de loi établit le cadre qui va permettre, et c'est très important d'agir ensemble, qui va permettre aux citoyens, aux territoires, aux entreprises, à l'État d'agir ensemble dans la même direction. Tout d'abord parce que la définition bas carbone constituera la feuille de route pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiques soutenables. Une programmation pluriannuelle de l'énergie établira les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des énergies. Des contrats sur les objectifs à atteindre avec les entreprises et les filières concernées leur permettra de s'engager avec visibilité. La transparence sur les coûts de l'énergie permettra aux pouvoirs publics de faire les meilleurs choix dans l'allocation des ressources publiques. Les investissements sur les réseaux électriques seront facilités et les tarifs maîtrisés. Le projet de loi renforce la sûreté nucléaire et l'information des citoyens dans ce domaine. Il fixe la part du nucléaire, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'électricité, de 50% à l'horizon 2025. Et pour réussir à relever ce grand défi, qui est un grand défi pour la nation, un grand défi, je l'ai dit tout à l'heure, qui permet de répondre à l'exigence que nous devons avoir à l'égard de la protection de la planète et à la bonne harmonie entre le progrès technique, la création d'emplois, le développement des activités économiques et la protection de la biodiversité, la protection de la nature et le lien que nous devons impérativement protéger entre les êtres vivants dont nous sommes et leur environnement pour le léguer dans un meilleur état aux générations qui vont venir. C'est ça notre obligation impérieuse. Et ce qui est formidable, c'est que nous pouvons le faire aujourd'hui en faisant bénéficier chacun et chacune de progrès dans la qualité de vie
de progrès dans les relations de l'homme avec son milieu, de progrès en matière de lutte contre le chômage, de progrès en matière de démocratie, parce que les Français doivent contribuer aux choix qui leur sont proposés. Les choix énergétiques, c'est les choix tout simplement de la vie. L'énergie, c'est ce qui a permis l'émergence de la vie sur Terre. Et donc l'énergie ne doit jamais être une source de guerre ou une source de destruction. C'est un enjeu démocratique majeur. Et c'est pour ça que je vais être très exigeante sur tous les aspects de transparence, y compris la transparence sur les prix. Et je sais que le Parlement sera très vigilant sur cette question-là. Parce que les Français ont le droit de savoir quels sont les choix stratégiques où l'État investit et où l'État donne l'autorisation d'investir des fonds publics qui déterminent le modèle énergétique d'aujourd'hui et le modèle énergétique de demain. Les Français ont le droit de savoir quels sont les choix les plus judicieux et comment ces investissements contribuent à créer du travail, à créer du bien-être et à leur rendre du pouvoir d'achat. Et c'est cela l'enjeu essentiel de cette loi. Et c'est pour ça qu'en accompagnement de la loi seront mobilisés les moyens de l'innovation, de la recherche et de la formation professionnelle. Car souvent l'un des freins sur la qualité et sur la rapidité des travaux de performance énergétique, c'est la formation et la compétence des entreprises. J'ai longuement reçu les entreprises du bâtiment et celles correspondant qui s'impliquent dans les énergies renouvelables, les artisans du bâtiment, les PME, comme les grandes entreprises, la Fédération du bâtiment comme la CAPEB. Elles sont très soucieuses et très mobilisées, d'abord d'avoir à nouveau leur carnet de commandes plein pour pouvoir à nouveau réembaucher. C'est une des conséquences très directes et très rapides de ce projet et des moyens qui l'accompagnent, et je dirais même des moyens qui l'anticipent, comme vous l'avez vu. Mais elles sont aussi très soucieuses de la formation de leurs entreprises. Très soucieuses, elles sont prêtes à s'engager et elles vont le faire. Et nous allons les y encourager pour que les compétences dans l'éco-construction, dans les travaux d'isolation, dans l'installation des énergies renouvelables puissent monter en puissance dans notre réseau d'entreprises. Et c'est pourquoi un plan de formation professionnelle sur les métiers de l'éco-construction, de la rénovation et des énergies renouvelables est mis en place en partenariat avec les territoires et avec le secteur du bâtiment. La labellisation des artisans et des entreprises de bâtiment sera encouragée en liaison avec les filières, les centres de formation et les régions, puisque c'est leur responsabilité, dans le domaine de l'efficacité énergétique des bâtiments et des énergies nouvelles. L'apprentissage et la formation en alternance seront fortement encouragés, y compris, je l'ai mis à l'étude, dans l'assouplissement des règles pour recourir à l'apprentissage et à la formation en alternance dont ces secteurs ont cruellement besoin. Et je crois qu'il est quand même très dommageable de voir que d'un côté, tant de jeunes en situation de chômage et de l'autre, tant d'entreprises qui ont besoin de personnel qualifié pour accompagner ce vaste mouvement de la rénovation énergétique. Pour terminer, je voudrais vous dire, comme vous l'avez d'ailleurs remarqué, que ce projet de loi de programmation du nouveau modèle énergétique français est accompagné des moyens de sa mise en œuvre, arbitrés par le Premier ministre, pour créer des effets rapides sur l'activité. Les financements qui y seront consacrés auront un puissant effet levier pour accélérer la croissance verte et les créations d'emplois, et que la mise en place de ces moyens nouveaux se fait bien évidemment avant l'adoption définitive de la loi, puisque non seulement il y a un certain nombre de moyens existants, je vous l'ai dit tout à l'heure, la conférence bancaire les précisera, mais d'ores et déjà, je vous ai dit qu'il y aurait le tiers financeur, que les fonds de la Caisse des dépôts sont débloqués, que les prêts de la Caisse des dépôts sont débloqués, qu'il y aura la création d'un fonds de la transition énergétique et de la croissance verte, que les prêts à taux zéro des banques sont débloqués par la publication prochaine du décret sur l'éco-conditionnalité, parce que vous savez que ces prêts sont bloqués aujourd'hui à moins de 30 000, alors que les banques s'étaient engagées à en faire 100 000. Donc je vais leur simplifier la procédure pour qu'elles puissent redébloquer ces prêts. Et enfin, les allègements fiscaux que j'ai évoqués, qui sont valables pour les travaux engagés, et ces travaux incluant l'installation des bornes électriques et l'installation des compteurs individuels pour le chauffage et l'eau chaude dans les copropriétés. Vous savez que c'est obligatoire, que ça ne se fait pas, et que si
En effet, dans les assemblées de copropriétaires qui pourront maintenant désormais voter à la majorité simple les travaux de rénovation, si parallèlement il n'y a pas l'installation des compteurs individuels, il n'y a pas la motivation. Et donc, pour accélérer la mise en place de ce dispositif qui est indispensable pour faire des économies d'énergie, tout ce qui sera installé entre le 1er septembre de cette année et le 31 décembre 2015 pourra rentrer dans le dispositif des allègements d'impôts, je rappelle, à hauteur de 30% de la dépense engagée jusqu'à un plafond de 8 000 euros ou de 14 000 euros pour un couple, c'est-à-dire on reprend les plafonds de crédit d'impôt qui existaient pour les travaux des économies d'énergie en augmentant le taux, en simplifiant la procédure, c'est-à-dire il n'y aura plus l'obligation que d'une seule opération et pas de plusieurs, ce qui avait bloqué l'accès à ces allègements d'impôts, et en élargissant les types de travaux qui peuvent rentrer dans ce dispositif. Donc, aux Français de s'en saisir, aux entreprises de se mobiliser, aux territoires d'accélérer les bonnes choses qu'ils font déjà partout et qui m'ont permis de donner de la densité à ce texte, vraiment en m'appuyant sur ce que les Français font déjà partout, dans nos villes, dans nos territoires ruraux, dans nos agglomérations, dans nos communautés de communes, dans nos départements, dans nos régions, où déjà la transition énergétique et la mutation vers un nouveau modèle est déjà en mouvement. Je souhaite que ces bonnes pratiques se généralisent, que ce mouvement s'accélère, et c'est de cette façon-là aussi que nous redonnerons aux Français l'espoir qu'un nouveau modèle de développement peut à la fois apporter du bien-être, de la maîtrise de sa vie, de la reconquête, d'une marge de manœuvre, de pouvoir d'achat, et en même temps de la lutte contre le chômage qui reste, vous le savez, la première préoccupation des Français. Et mon souhait le plus cher, c'est que ce chantier de la transition énergétique et cette volonté de mettre en place un nouveau modèle énergétique français puisse déboucher le plus rapidement possible sur le recul du chômage grâce à la croissance verte. Je vous remercie de votre attention. Alors, je vais prendre des questions. Olivier Guichardaz, Déchets Info, 2 petites questions. Vous annoncez le doublement du fonds chaleur de l'ADEME en 2017. Pourquoi 2017 et pourquoi pas ? Non, sur 3 ans. Sur 3 ans, ah d'accord, jusqu'en 2017. Donc c'est-à-dire 2015, 2016 et 2017. Si c'est consommé plus vite, c'est consommé plus vite. D'accord. Il y a un doublement du fonds chaleur. Si le doublement est consommé cette année, il sera consommé cette année. D'accord, merci. Donc c'est sur 3 ans, mais s'il y a monté... Moi, je pense qu'on va avoir une bonne surprise. Je pense que les choses vont s'accélérer. Je trouve que la transition est là, qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a une volonté d'avancer, qu'il y a une telle impasse par rapport à la montée du chômage et à la recherche, finalement, qu'un autre modèle est possible, que je suis convaincue que ça va marcher. Et donc, c'est maintenant qu'il faut s'engager. Et c'est maintenant qu'il faut que cette prise de conscience et cette interrogation et cette soif d'agir que l'on voit sur l'ensemble des territoires puissent se concrétiser. Donc, les crédits qui sont mis, s'ils sont consommés plus vite, ils seront disponibles. Merci. Deuxième question, vous annoncez un appel à projet pour 10 villes ou territoires zéro déchet. Zéro déchet, pour vous, c'est zéro déchet en décharge ou zéro déchet en décharge et en incinération ? On verra. Ce sera au territoire. Vous savez, moi, je considère qu'une loi, ce n'est pas une loi qui met des normes, des contraintes, qui décide à la place des gens de ce qu'ils doivent faire. La loi telle que je l'ai conçue, c'est une loi qui donne un cadre, une stabilité, des objectifs fermes et clairs, mais ensuite, c'est l'intelligence des territoires. Zéro déchet, c'est un objectif, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et pourtant, ça peut aller très, très vite. Et la réduction de la masse des déchets peut aller très, très vite. Regardez les méthaniseurs. Ça a mis des années à émerger, les méthaniseurs. C'est pourtant assez simple comme mécanisme. Transformer les déchets agricoles en biogaz, et ainsi arrêter les ébandages, la pollution des sols, la pollution de l'eau. Mais et pourquoi ça a été bloqué si longtemps ? Et le jour où ça s'est déclenché, je peux vous citer mon propre exemple, le premier méthaniseur qu'on a fait dans ma région, on a mis 4 ans. 4 ans de travail, de recherche, de mise en commun des gens, etc. Ensuite, il s'est installé. Et ensuite, ça a essaimé, ça s'est déployé sur le territoire. Pourquoi ? Parce que les gens sont venus voir, ils ont dit, mais si ça réussit dans telle commune ou dans tel canton, pourquoi nous, on ne réussirait pas à le mettre ? Et donc, la bonne pratique, vous voyez, l'intelligence collective, l'ingénierie humaine,
le travail qu'il faut pour rassembler les gens, pour leur faire partager une même vision, pour échanger des informations, pour mettre tout le monde au même niveau de connaissances techniques, des choses qui paraissent compliquées et qui deviennent simples, une fois qu'elles sont réalisées, elles sont imitées. Eh bien, c'est formidable. Et c'est comme ça, il faut que les citoyens s'approprient. C'est pas d'en haut qu'on va leur imposer ce qu'il faut faire. Au contraire, ce que je veux, c'est faire monter les projets qui existent et en même temps leur donner un coup d'accélérateur grâce à la stabilité des règles juridiques et grâce aux moyens de financement ou de préfinancement qui sont mis en place. Bonjour, Jade Garde, Mediapart. Pourriez-vous donner le montant des investissements qu'engendre ce projet de loi et surtout les sources des financements qui sont d'ores et déjà garantis? Le montant des investissements, il va dépendre de la dynamique qui va se déclencher. Mais on évalue, par exemple, lorsqu'on met 1 milliard sur le bâtiment, en aide directe, en allègement d'impôts, etc., ça génère 10 milliards de travaux. 1 milliard, 10 milliards de travaux. Et dans ces 10 milliards de travaux, qui créent des emplois, qui créent de l'activité, qui créent de la sous-traitance, etc., il y a au moins déjà 2,5 milliards, si ce n'est plus, qui rentrent en cotisation sociale dans les caisses. Et donc, ma conviction, c'est que la transition énergétique, le nouveau modèle énergétique, il ne coûte pas, il rapporte. C'est-à-dire l'investissement qui met. Et comme le Premier ministre s'est engagé à faire des allègements d'impôts, le choix qui est fait ici, c'est de cibler une partie de ces allègements d'impôts à hauteur de 1,5 milliard sur les travaux par les particuliers, grâce à ces allègements d'impôts. Et donc j'appelle tous les Français à s'engager, parce que c'est que jusqu'au 31 décembre 2015. Ma volonté, c'est d'accélérer les choses et qu'ensuite, ça devienne le réflexe et que ça devienne nécessaire, parce qu'ensuite, il y aura un retour sur investissement. Les Français vont voir diminuer leurs factures. Donc, ils vont être aidés pour faire ces travaux, aidés par des allègements d'impôts, aidés par des prêts à taux zéro, aidés par le tiers financeur, pour engager les travaux et pour qu'ensuite, leurs factures de chauffage et d'électricité baissent. Et comme parallèlement, ça va permettre aux entreprises du bâtiment de créer des emplois, mais ça va profiter aussi aux Français, la création d'emplois. Donc c'est ce cercle vertueux que je souhaite accélérer, à la fois par une loi qui met en place un cadre sécurisant et stabilisant, et le déploiement d'un programme de financement et de préfinancement, plus les 2 éléments que j'évoquais tout à l'heure qui sont très importants, c'est la mise en mouvement des territoires, tout ce qui se fait sur les territoires, dans les communes, les communautés de communes, les régions, etc. C'est un levier très important que l'on va aider à accélérer. Et sur les filières économiques, donc par exemple dans les 34 plans industriels de la France industrielle d'avenir dont s'occupe Arnaud Montebourg, il y en a 10 qui ont un lien avec l'énergie et les énergies renouvelables. Je les ai toutes rencontrées pour travailler avec elles, pour savoir de quoi elles avaient besoin pour faire redémarrer leurs investissements et créer des activités. Et en plus de ces filières, il y a tout le réseau des artisans, des PME, des TPE, etc., qui sont extrêmement dynamiques sur le territoire, mais qui attendent de la demande solvable. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Il met en place une demande solvable pour les travaux d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable. C'est ça qui est l'élément nouveau, l'élément déclencheur. C'est ça, cette étape décisive de cette dynamique qui est lancée aujourd'hui. Madame la ministre, Henri Elie, France Télévisions, François, vous avez parlé tout à l'heure des Outre-mer. C'est toute une chance pour la France. C'est le 2e domaine maritime après celui des États-Unis. Comment vous allez financer finalement? Vous avez pu évaluer l'aide que vous allez apporter aux Outre-mer dans le domaine de l'éolien, du maritime et du solaire? Est-ce que vous avez évalué financièrement? On va lancer des appels à projets. D'ailleurs, certains sont déjà en cours. Donc, et en fonction de ces dispositions, les principes financiers que j'ai évoqués tout à l'heure, ils sont bien évidemment valables pour les Outre-mer. Et sans doute davantage. C'est-à-dire que j'ai rencontré un certain nombre d'entreprises qui sont en train de concevoir des produits d'énergie renouvelable, je l'ai dit tout à l'heure, qui utilisent à la fois l'hydrolien, mais en même temps aussi la chaleur de la mer. Donc il y a des technologies françaises qui, à mon avis, peuvent devenir parmi les technologies les meilleures du monde. Et comme il y a des enjeux mondiaux sur ces sujets-là, c'est-à-dire il y a beaucoup de pays qui cherchent à s'équiper, notamment beaucoup de pays insulaires qui cherchent à devenir indépendants sur le plan énergétique.
Et le pari positif qui est fait aussi ici, c'est que, puisque les entreprises françaises et autres, parce que dans les appels d'offres, c'est ouvert à tout le monde, il peut y avoir aussi des accords entre entreprises pour que ces entreprises deviennent les meilleures dans le domaine de la maîtrise des technologies. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que comme les entreprises n'avaient pas de visibilité, ni sur la volonté politique d'y arriver, ni sur l'horizon qu'on devait atteindre, ni sur la mise en place des financements nécessaires, eh bien, elles hésitaient à investir, parce que c'est quand même un long chemin entre le dépôt de l'investissement, le dépôt de brevets, l'expérimentation, puis la généralisation à l'échelle industrielle, c'est quand même un long chemin. Et donc, aujourd'hui, ce que nous leur apportons, c'est la sécurité juridique, c'est le coup de pouce financier, et c'est la volonté politique de maîtriser le nouveau modèle énergétique. Mais pour français. autant, vous n'avez pas encore décidé de combien ça coûtera pour Mais les ça outre-mer. rapporte, je vous l'ai dit tout à l'heure. Arrêtez de me dire que ça coûte. Oui, mais ça va Ça rapporte. Oui, mais c'est pas gratuit. est-ce que vous savez combien coûte l'importation de l'énergie dans les Outre-mer? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça coûte? Mais c'est très, très, très coûteux. Est-ce que vous ne croyez pas que cet argent-là serait mieux utilisé à faire des projets de développement dans les Outre-mer plutôt qu'à payer une facture énergétique? Donc c'est un enjeu formidable. Et en même temps, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'occasion d'avoir en grandeur nature l'expérimentation de ce que peut être un territoire à énergie positive, un territoire entier insulaire à énergie positive. Et je suis convaincue, quand je vois la mobilisation des élus des Outre-mer, je suis convaincue que ça va aller très très vite. Juste une dernière Non, question non, très non, courte, à d'autres, très à courte. d'autres. Les épandages en Martinique et en Guadeloupe. Vous savez, c'est réglé ça, parce que c'est un autre sujet. C'est réglé. Oui, les épandages ça en fait aériens partie. les épandages aériens sont interdits. Totalement. Voilà, et Définitivement. beaucoup d'élus soutiennent, et heureusement. Encore 3 questions. Oui, Après, vous Hervé- avez tout dans vos dossiers, donc Ouais. on aura l'occasion de se revoir. Madame la ministre, Hervé Kempf pour Reporter. Dans la présentation du projet de loi, je ne vois pas l'évolution de la consommation d'électricité en France. Est-ce que vous pouvez nous préciser à quel niveau se situerait la consommation d'électricité ou son évolution d'ici 2025? Écoutez, il va y avoir des trajectoires. Donc ne nous disputons pas sur ces différentes trajectoires. Non, ce n'est pas une dispute, c'est une question. Eh bien, écoutez, les Est-ce chiffres que je vous ai donnés sont les grands objectifs que je vous ai donnés. Après, pour rentrer dans le détail des choses, on va voir aussi quelles sont nos capacités d'investissement et de montée en puissance. Donc on ne va pas faire des batailles de chiffres. Franchement, je crois que les objectifs sont maintenant très très clairement affichés et qu'il faut les atteindre. C'est évidemment pas une bataille de chiffres, mais un point absolument essentiel, puisque le projet de loi et le président de la République ont fixé des évolutions sur la consommation finale d'énergie et sur les évolutions des gaz à effet de serre. Donc la question de la consommation électrique est évidemment importante, surtout quand on dit qu'on plafonne le niveau du parc nucléaire au niveau actuel. Donc est-ce que vous envisagez que la consommation électrique va diminuer d'ici 2025 ou 2030 ? On verra. Pour l'instant, les grands objectifs que j'ai fixés sont ceux que je vous ai indiqués tout à l'heure. Donc on verra pour entrer dans le détail des choses. Je sais que les questions que vous posez, il y a différentes options, différentes convictions. Vous savez, moi j'ai fait un travail patient de réconciliation. Les gens pensent différemment, il ne s'agit pas non plus que tout le monde pense pareil, mais de convergence, de vision commune, parce que si on veut porter un projet national commun, il faut à un moment avoir des visions communes. Et c'est ce patient travail qui permet aujourd'hui, sur un texte qui est très difficile à élaborer, tellement il y a de multiplicité de points de vue, de passion, de conviction, ce sont des sujets très passionnels, vous savez, l'énergie. Mais c'est une chance, finalement, que d'avoir à dialoguer avec des hommes et des femmes qui sont passionnés en fonction de leurs différentes options. Charlotte Michon, de la revue Sortir du nucléaire. Je voulais vous entendre détailler un petit peu concrètement la vision du gouvernement concernant la réduction de la part du nucléaire. Est-ce que c'est repoussé à l'avenir? Est-ce que vous pensez concrètement fermer des centrales? Et est-ce que vous avez intégré les différents rapports parlementaires et de la Cour des comptes qui ont été publiés montrant la nécessité d'agir vite, de prendre des décisions dès maintenant et de fixer des objectifs contraignants dès maintenant concernant la limitation de la durée de vie des centrales et la nécessité de programmer dès maintenant des arrêts de centrales? Alors j'ai déjà répondu à cette question. Je vais vous dire quel est mon état d'esprit, quels sont mes choix. L'objectif, il a été fixé, je l'ai rappelé tout à l'heure, de passer de 75 à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité.
et de définir le cheminement qui va nous permettre d'atteindre cet objectif. Nous ne sortirons pas du nucléaire, ce n'est pas le choix qui est fait. Je dirais même que c'est grâce à l'énergie nucléaire aujourd'hui, à la sécurité qu'elle apporte, que nous pouvons accélérer et faire sereinement la transition énergétique. Mais, bien évidemment, nous devons diversifier nos sources d'énergie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la part du nucléaire devra baisser, être stabilisée, puis baisser en ce qui concerne la production d'électricité. Et le dispositif sera prévu dans la loi. Je ne veux pas que l'on oppose les énergies les unes aux autres. Je respecte l'ensemble des points de vue, mais je rappellerai que derrière la production d'énergie nucléaire, il y a 200 000 emplois. Donc, pour moi, ce n'est pas une bataille dogmatique qui est en jeu, c'est de trouver des solutions fermes et claires pour faire en sorte que la France diversifie ses sources d'énergie, y compris par rapport à l'énergie nucléaire, et dans le respect de chacun, et en fixant des trajectoires qui permettent à chacun de savoir où on en est et comment on réalise ce nouvel équilibre. Samir Tounsi pour l'agence France Presse. Le diesel est reconnu cancérigène par l'OMS de mémoire depuis 2012, depuis juin 2012, et on s'étonne de ne pas trouver dans votre projet des mesures plus virulentes pour revenir sur les incitations fiscales en faveur du diesel, qui fait que la France est le pays le plus dieselo-dépendant du monde, 80 ou 75% du parc automobile. Donc peut-il y avoir, sous forme d'amendement parlementaire par exemple, d'autres mesures que celle de troquer un véhicule diesel pour un véhicule électrique? C'est vrai que le diesel est un gros problème de santé publique et de pollution, c'est pas le seul. Hein, le tabac aussi est amplement cancérigène, on n'a pas interdit la cigarette. C'est d'autres problèmes de santé publique qui se posent. Certains proposent d'ailleurs d'interdire la cigarette. On ne va pas interdire aux gens de rouler avec leur véhicule diesel, mais il est impératif, effectivement, que le parc diesel recule. Et le choix qui est fait aussi, ce n'est pas un choix punitif. Vous voyez, monsieur, parce que quand les gens ne gagnent pas beaucoup d'argent et n'ont pas les moyens de remplacer leur vieux véhicule diesel et qu'ils ont été incités à acheter du diesel, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va les punir et les empêcher de rouler avec leur voiture. Donc, comme tout ce qui est fait dans ce plan, c'est du positif. C'est-à-dire que nous allons aller jusqu'à 10 000 €, c'est un effort considérable, hein, 10 000 € de bonus pour l'achat d'une voiture électrique. On est en train de regarder aussi comment on peut renforcer, sous conditions de ressources, des personnes modestes qui ont des vieux véhicules diesel pour pouvoir acheter des voitures d'occasion moins polluantes. Parce que c'est vrai qu'en termes de budget, c'est moins important. Mais je souhaite aussi, on pourrait imaginer aussi que les constructeurs de véhicules électriques fassent également un effort dans cette phase transitoire pour que tout le monde puisse accéder aux véhicules propres. Moi, ma volonté, c'est que tout le monde, quel que soit son niveau de revenu et qu'il a besoin de sa voiture pour aller au travail, puisse accéder au véhicule le plus propre, qui est aujourd'hui le véhicule électrique. C'est ça mon souhait. Donc c'est de chercher des solutions, non pas pour enfermer les gens dans le diesel, mais au contraire pour leur permettre d'accéder à l'achat d'un véhicule électrique. Céline Serra pour l'agence France Presse. Vous pouvez nous préciser si l'objectif de réduire à l'horizon 2030 de 40% les gaz à effet de serre est un objectif pour la France? Oui, c'est un objectif pour la France. Merci. Oui. Bonjour. C'est pas qu'un objectif européen, c'est un objectif pour la France, absolument. Bonjour, Amélie Carouer et Télé Canal+. Beaucoup d'écologistes, le Parti Europe Écologie Les Verts ou des associations voulaient que l'État reprenne la main sur le nucléaire, la décision de fermer ou non certains réacteurs. Et il semblerait que ce ne soit pas le cas et que l'opérateur EDF garde la main sur ce type de décision. Et c'est un point qui les inquiète beaucoup ce matin encore. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je réponds que le problème, c'est pas de garder la main ou de ne pas garder la main. Le problème, c'est de faire ce qui est bon pour le pays et de prendre les décisions qui permettent d'accélérer la transition énergétique et l'émergence du nouveau modèle énergétique. C'est ça qui est très important. Donc, en effet, j'ai arrêté un dispositif qui a été arbitré au niveau gouvernemental et qui permet, dans le cadre d'un dialogue fructueux, de définir quel est, en effet, à la fois le potentiel de production, le cadre et la façon dont ça va se passer. C'est très simple. L'État a la responsabilité, au nom des Français, avec eux, en écoute des Français,
de définir la politique énergétique du pays. EDF est une entreprise cotée en bourse qui a ses propres logiques. Il me faut donc trouver un juste équilibre entre la volonté de l'État de définir le modèle énergétique, et notamment avec les perspectives que je viens d'évoquer, et en particulier avec la baisse de la part du nucléaire, pas la sortie du nucléaire, la baisse de la part du nucléaire, parce que le nucléaire, ça permet à la France d'être très performante au plan européen en termes d'émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est une énergie qui ne diffuse pas de gaz à effet de serre, mais en même temps, il y a aussi des questions qui se posent quant à l'approvisionnement de l'uranium. Nous ne sommes pas indépendants de ce point de vue-là, et quant aux problèmes difficiles du traitement des déchets radioactifs. Donc il y a ces deux questions-là qui nous conduisent aussi à faire en sorte que la diversification énergétique concerne toutes les énergies, dans le respect mutuel, et pas la sortie du nucléaire. Et donc dans ce dialogue, à la fois l'entreprise sera chargée d'arrêter son plan stratégique. Ensuite, ce plan stratégique sera bien évidemment présenté à l'État. Je rappelle quand même que l'État est, au nom des Français, propriétaire à 85% du capital de l'entreprise. Donc nous avons des représentants qui siègent au conseil d'administration, qui, dans un dialogue intelligent et fructueux avec l'entreprise, participent à la définition de ce plan stratégique. Et ensuite, ce plan stratégique, EDF présentera ce plan stratégique devant une commission parlementaire, puisque le Parlement va voter les objectifs stratégiques que j'ai évoqués tout à l'heure, les objectifs à atteindre. Donc le Parlement est en droit d'avoir un dialogue aussi avec l'entreprise pour savoir si les objectifs stratégiques sont retenus. Et ensuite, conformément à la procédure, c'est l'État qui entérine les objectifs stratégiques. Mais le temps n'est plus aux confrontations, aux postures idéologiques ou dogmatiques. Moi, je ne veux pas de cela. Je suis en charge de la politique énergétique en tant que ministre de l'Énergie, de la politique énergétique du pays. Je suis aussi ministre de l'écologie et du développement durable, c'est-à-dire que ces choix énergétiques, ils doivent être faits par rapport à notre impérieuse obligation de protéger la planète et de lutter contre le dérèglement climatique qui crée des dégâts considérables. Et je le fais en assumant les choix qui permettent de créer des emplois, des activités économiques et de rendre du pouvoir d'achat aux Français. Et je suis extrêmement attentive au prix de l'énergie et au prix de l'électricité. Voilà. Merci beaucoup.